Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle émission Radio Charan. Comme invité, nous avons nos chroniqueurs habituels, Monsieur Massinissa, Yaya et Aline, mais aussi des enfants de l'AEPCR qui témoigneront, ainsi qu'une étudiante de l'UPEC et bien plus encore. Aujourd'hui, le thème qui sera traité sera les effets de la dématérialisation après le confinement. En effet, nous savons que pendant le confinement, les enseignants, les bénévoles et les élèves ont dû s'initier à de nouvelles formes de pratiques pédagogiques. Il a fallu faire preuve de créativité ainsi que d'inventivité, mais aussi pour les professeurs et les bénévoles qui ont dû concevoir de nouvelles manières d'être en relation avec leurs élèves. Malgré le professionnalisme, l'inventivité, la motivation de chacun, il reste cependant beaucoup d'interrogations. Est-ce que cela a été bénéfique pour tout le monde? En effet, ces professeurs, ces élèves au bord de l'illettrisme numérique ou encore les familles subissant la fracture numérique. Quel effet cela a pu avoir comme impact sur les jeunes, etc. Pour plus d'informations, chers amis, je vous demande d'écouter notre chroniqueuse Aline. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler aujourd'hui du paradoxe de l'ère du numérique. Aujourd'hui, les médias ont pris une place prépondérante dans notre société. Internet, les téléphones portables et leurs applications, les logiciels libres ou marchands, ou encore l'utilisation des réseaux sociaux sont des outils qui permettent une circulation de l'information à une vitesse jamais égalée auparavant. En favorisant les échanges et en contribuant à la formalisation d'un socle commun des connaissances, ces outils participent à une forme de démocratisation du savoir et de l'information. Les outils numériques et médiatiques aux multiples fonctions d'échange, d'expression, de communication, d'accès au savoir, de recherche ou encore de divertissement impactent tous les domaines de notre vie quotidienne. Les services publics, les banques, le tourisme, la recherche d'emploi ou encore l'éducation. La liste est loin d'être exhaustive. La dématérialisation a gagné tous les secteurs et nous glissons tout droit vers le tout numérique. Cela étant dit, il est évident que la maîtrise de ces outils n'est pas à la portée de tous. Bon nombre d'entre nous peinent à s'insérer au sein de ce nouveau système et sont, par conséquent, fortement déstabilisés dans leur vie quotidienne. À titre d'exemple, nombreuses sont les déclarations administratives qui se font impérativement en ligne, telles que les déclarations Pôle emploi, qui se font désormais uniquement via Internet. Face à une telle situation, les personnes les plus éloignées perdent leur autonomie et se retrouvent donc dépendants de l'aide d'autrui. De surcroît, selon un sondage publié en 2019 par l'Institut CSA, presque un quart des Français déclarent ne pas être à l'aise avec Internet. Utiliser un ordinateur, envoyer un mail, façonner un CV, cela est bien loin d'être intuitif pour tout le monde, et surtout pour ceux qui n'ont pas été bercés par les outils numériques. Selon une étude publiée par l'INSEE en 2019, 17% de la population française est touchée par l'illectronisme, une personne sur 5 étant incapable de communiquer via Internet. Les plus âgés, les moins diplômés, les personnes aux revenus les plus modestes sont parmi les plus touchées. Et oui, malgré les idées reçues, la fracture numérique ne touche pas seulement nos aînés. Le phénomène touche une fois de plus les familles les plus démunies, qui n'ont pas toujours les moyens de s'offrir les outils numériques nécessaires pour une autonomie totale. Aussi, au-delà de l'aspect matériel que nous venons d'évoquer, faut-il encore s'approprier pleinement ces outils et savoir les utiliser comme il se doit. Comment utiliser ces outils à bon escient? Nous l'aurons compris, la période de confinement à laquelle nous venons de faire face et que certains continuent d'expérimenter aujourd'hui n'a fait et ne fait que renforcer ces difficultés. En effet, les outils numériques ont été positionnés
comme une interface permettant de faire le lien entre les individus, de rompre cet isolement imposé. Cette période révèle plus que jamais la nécessité de réduire la fracture numérique. Face au progrès du numérique, dans quelle mesure faut-il s'adapter? Comment agir avec ces outils? Que produisent-ils et quels sont les enjeux éducatifs? La fracture numérique est donc directement liée à la fracture sociale. Nous pouvons par exemple penser aux familles qui ont dû assurer les cours à distance pour leurs enfants. Qu'en est-il si l'on ne maîtrise pas tous les outils? Face à une telle situation, il est aujourd'hui devenu une priorité d'éduquer les publics à l'usage du numérique. Cette démarche s'inscrit nettement dans les valeurs de l'éducation populaire. Rendre les individus autonomes, leur permettre d'agir sur leur propre vie et non de subir. Il ne suffit pas de faire à la place, mais de leur apprendre à faire par eux-mêmes. Comme disait Confucius, quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. La principale conclusion de l'analyse est qu'il faut accorder beaucoup plus d'attention à la réduction de la fracture numérique afin de permettre à un plus grand nombre de tirer parti de la numérisation. Merci de m'avoir écouté. Un grand merci à toi, Aline, concernant toutes ces informations sur la fracture numérique. Pour continuer dans la même lancée, nous allons maintenant écouter Monsieur Massinissa sur l'électronisme. Monsieur Massinissa, à vous la parole. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on va donc parler de l'électronisme. Donc je vais détailler un petit peu ce que c'est, donc je vais définir. Je vais ensuite parler de ses conséquences pour enfin donner comment dire, quelques solutions qu'on a à l'heure actuelle. Donc l'électronisme, qu'est-ce que c'est? C'est un mot déjà qu'on a entendu très rarement, mais qui pourtant touche des millions de Français. Donc qu'est-ce que c'est? C'est la difficulté, voire l'incapacité à utiliser les appareils numériques et les outils informatiques en raison d'un manque ou d'une absence totale de connaissances à propos de leur fonctionnement. C'est donc 13 millions de Français qui déclarent ne pas savoir utiliser le numérique. Et c'est bien les plus de 60 ans qui représentent la grande majorité de ce chiffre. Ensuite, on a les personnes qui cumulent des désavantages sociaux et humains. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les jeunes qui sont également touchés, même si ils sont beaucoup moins. Car en effet, il ne suffit pas d'avoir un ordinateur, une tablette ou des smartphones. Il faut également Internet et il faut également savoir utiliser ces outils. Donc, de nombreux jeunes se retrouvent donc handicapés, que ce soit pour envoyer des CV, pour créer des comptes indispensables, ou même simplement pour discuter avec leur famille ou bien leurs amis via certaines applications. Donc, on a même certaines études qui ont prouvé que ces jeunes mettaient en moyenne 1 mois de plus à trouver un emploi. Alors, quelles sont les conséquences de l'électronisme? Quand on sait qu'aujourd'hui le numérique est partout, eh bien la principale conséquence est le risque d'exclusion et d'isolement social, ainsi qu'une perte d'autonomie. Il peut aussi y avoir une conséquence économique, car grâce à Internet, on se rend compte qu'on peut avoir accès à énormément d'offres et donc beaucoup plus de prix. Comme je l'ai déjà dit, il y a aussi la conséquence sur l'emploi, car une recherche d'emploi sur le net représente un gain de temps énorme. Enfin, on va passer au point un peu plus positif, qui est les solutions qui sont peu nombreuses, mais qui évolueront petit à petit, je l'espère. Donc tout d'abord, on a le ministère du numérique qui informe sur plusieurs actions pour lutter contre la fracture numérique. L'action la plus importante à noter étant le déploiement national du pass numérique,
dont l'objectif est de former et accompagner 1,5 million de personnes par an. Donc ce programme, il prendra la forme d'un crédit de 10 à 20 heures de formation en fonction des profils. Et il aura un coût qui donc s'élèvera entre 50 et 100 euros. Donc il y aura donc Pôle emploi, la CAF, l'assurance maladie, les villes, agglomérations et départements qui pourront distribuer ce crédit de formation. Ensuite, la politique de dématérialisation des échanges entre les usagers et les administrations a accompagné l'ouverture de points d'accueil physiques pour les usagers. Donc en 2019, il y a 1271 maisons de service au public, qui sont appelées maintenant Maisons France Service, qui ont donc été ouvertes. Et donc ces maisons France Service, elles pourront dans le futur offrir un accompagnement personnalisé dans les démarches de vie quotidienne. Donc le Premier ministre a par ailleurs annoncé en 2019 l'ouverture de 500 maisons France Service supplémentaires en milieu rural. Alors, quelques petites autres solutions, je dirais un peu plus personnelles, quoi, qui nous touchent, qu'on peut utiliser. Donc la première, ça va être les cybercafés, qui sont, c'est vrai, beaucoup moins nombreux qu'avant, mais qui sont toujours présents. Donc, ces cybercafés vont vous proposer d'utiliser un ordinateur pendant un certain nombre de temps. Et voilà, vous allez donc payer pour emprunter cet ordinateur le temps que vous le souhaitez. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est payant, mais ça peut être une petite solution si on a des tâches rapides et peu régulières à effectuer, voilà, sur un petit moment. Ensuite, on a aussi les lieux comme les associations, donc certaines disposent d'ordinateurs et d'internet, et où l'accès est gratuit, et dans lesquels, pardon, donc ces associations, beaucoup de personnes se feront un plaisir de vous aider dans vos démarches et dans vos autres demandes. Alors voilà concernant l'électronisme. Voilà, merci pour votre écoute et je passe la main. Au revoir à tous. Un grand merci à toi, Massinissa, concernant voilà, ce surplus d'informations. Maintenant, chers amis, nous allons écouter un texte très intéressant de Monsieur Jean-Marie Petitclerc, lu par Yaya concernant la jeunesse. Bonne écoute. Dans le courrier du réseau Don Bosco, la newsletter numéro 11 du mois de juin 2020, Jean-Marie Petitclerc écrivait ceci. Ouvrir les établissements scolaires, ne pas les ouvrir pour tous les élèves, ou bien seulement pour certains. Ce questionnement, relayé par les chaînes d'information continue, agite aujourd'hui toutes les sphères de notre société, dans un climat devenu anxiogène pour beaucoup. Des enseignants et des éducateurs expriment leur peur pour leur propre santé. Des parents font part de leur anxiété vis-à-vis de leurs enfants. Des directeurs, des maires craignent d'être tenus pour responsables par l'institution judiciaire. Et toutes ces prises de parole ne cessent de circuler dans les journaux télévisés et sur les réseaux sociaux. Mais il y a de grands absents dans ce débat. Les enfants et les adolescents. Qui sait aujourd'hui se mettre à leur écoute afin de prendre en compte et relier leur besoin vital de retrouver leurs copains, leur besoin d'être écoutés, de pouvoir partager leurs ressentis par rapport à cette situation de confinement qui a bouleversé leur mode de vie par rapport à toutes ces mesures, port du masque, distanciation physique, au caractère si anxiogène, leur besoin de sortir de leur chambre et d'une consommation excessive des écrans. Et combien les enfants et adolescents placés dans nos MEX attendent avec impatience la possibilité de reprendre les cours, la fréquentation de l'école leur permettant de s'ouvrir au monde extérieur.
Et combien il y a urgence pour certains jeunes que nous accompagnons à domicile pour lesquels l'huis clos familial vire au cauchemar. Nous sommes horrifiés, disait la secrétaire générale de la Société française de pédiatrie, à la lecture des préconisations actuelles du ministère parce que l'enfant reste vu comme un danger alors que le Covid n'est pas une maladie de l'enfance. Il est à se demander si les rédacteurs de cette cinquantaine de pages de consignes ont pris le temps d'écouter les enfants. Et comment ne pas regretter qu'aucun représentant de la Société française de pédiatrie ne siège dans l'instance du conseil scientifique, si écouté par ceux qui nous gouvernent. Très peu d'enfants sont contaminés, et contrairement à ce que l'on croyait au début de l'épidémie, très peu sont contagieux. Alors comment a-t-on pu en arriver là? Aller jusqu'à interdire aux enfants de s'approcher, de jouer ensemble. Quelle violence leur est ainsi faite? Et tout cela au nom du sacro-saint principe de précaution que l'on veut appliquer de la même manière aux enfants et aux adultes, à moins qu'il ne s'agisse pour ces derniers de ne pouvoir autoriser à leurs enfants ce qu'il leur est interdit. La question centrale qui se pose aujourd'hui est celle de savoir si les adultes que nous sommes sont capables d'entendre les besoins de tous ces enfants et adolescents actuellement condamnés au silence par notre société et d'y répondre en qualité d'éducateur. Certes, la tâche n'est pas si facile. Merci à toi, Yaya, pour cette lecture et merci à Jean-Marie Petitclerc pour toutes ces vérités. Maintenant, nous allons continuer avec le témoignage, d'Isabelle, une bénévole de l'association. Bonne écoute. Bonjour, je vais vous lire aujourd'hui le témoignage d'Isabelle, une bénévole très active au sein de l'association, qui nous livre aujourd'hui son témoignage vis-à-vis de son expérience d'accompagnement à la scolarité à distance auprès de collégiennes. À mon avis, l'aide est plus bénéfique lorsque l'on peut parler directement aux enfants ou jeunes que l'on veut accompagner. Donc, en temps de confinement, le téléphone m'a paru plus approprié que les mails, car l'interaction peut être directe. On peut aussi accompagner de l'image avec WhatsApp, par exemple. Cela nous a permis de pouvoir immédiatement traiter les questions, problèmes, réactions, au fur et à mesure qu'elles se présentaient. Nous avons travaillé essentiellement le français, tant au niveau de la grammaire que de l'expression écrite et rédaction. Nous avons aussi pu prolonger ces échanges scolaires en débordant sur les goûts en matière de lecture, les questionnements sur les choix de lycée, et également sur la question du virus et des conditions du confinement, et maintenant du déconfinement, de l'envie pour elle de reprendre le collège pour retrouver amis et profs. L'enseignement du collège leur a manqué, dans le sens où parfois les devoirs envoyés étaient très nombreux, et c'était difficile pour elle de travailler sans cours en présentiel ou explications comme en classe. C'est pourquoi l'accompagnement mis en place, même avec ses limites, les a aidées. Cependant, si elles ont envie de retourner au collège, leurs parents montrent encore des réticences ou craintes et ce retour ne sera sans doute que très progressif, s'il a lieu, ce qui, à mon sens, justifie le fait de poursuivre cet accompagnement à distance. Il est important pour tous ces jeunes de ne pas se sentir abandonnés par l'institution avec leurs difficultés et manque de confiance en eux. Les limites de cet accompagnement sont bien sûr présentes. Limites sociales. Un accompagnement individuel ne peut remplacer l'interaction et la situation créée par un groupe et sa dynamique. Limites professionnelles. Nos compétences ne remplacent pas celles des enseignants dans chaque matière, et certaines demandes n'ont pas du coup pu être prises en charge correctement. Pour ma part, les maths de 3e dépassent un peu mes compétences et certains souvenirs sont loin. Limite dans le temps. Nous passons environ 1 heure quotidienne ensemble, mais il paraît difficile de faire plus, ce qui n'a rien d'équivalent avec une journée de classe, ou simplement un accompagnement à l'AEPCR qui peut peut-être durer un peu plus longtemps. Limite du public concerné. Je pense que les collégiennes que je suis sont d'abord motivées par le travail et l'envie de progresser et d'apprendre.
Je pense donc que cet accompagnement ne peut être efficace que si le jeune est vraiment volontaire, qu'il essaie, propose, sans attendre des réponses prémâchées. Cela explique peut-être la diminution du nombre de collégiens qui ont continué cet accompagnement pendant le confinement et encore maintenant. Au final, combien de jeunes en ont profité? Pour finir ces quelques avis, je pense que cet accompagnement a été bénéfique pour ceux qui l'ont suivi. Il y a eu en tout cas le mérite d'exister. Et pour ma part, beaucoup apporté aussi à moi. Car l'échange est toujours intéressant et oblige à réfléchir. Question. Comment étendre cet accompagnement à davantage de jeunes? L'information sur ces possibilités d'aide a-t-elle bien circulé? Les parents doivent-ils aussi davantage être inclus dans cette proposition? Voilà. Encore une fois, désolée de ne pas être présente par la voix cet après-midi. Mais j'espère que ces quelques lignes pourront vous servir. À bientôt. Isabelle. Un grand merci à toi Isabelle pour ce témoignage. Maintenant, nous allons écouter le témoignage de 3 jeunes de l'AEPCR. Amal, Shaima et Marwan. Sur leur ressenti de l'école à la maison. Interviewé par Marco. Bonne écoute. Je m'appelle Shaima, je suis élève en troisième et je vais vous dire comment j'ai passé mon complément pour moi. Alors, au début, c'était un peu dur parce que c'était nouveau, donc on ne savait pas comment bien s'y prendre. Donc, les profs nous passaient nos cours sur la plateforme PCL, Caritas Numérique, où les profs nous donnaient nos leçons, des exercices et aussi des fois des conférences qu'on avait avec eux. Alors au début, comme je disais, on n'avait pas l'habitude, donc c'était assez bizarre, c'était nouveau pour nous. Et on a réussi à s'habituer au fur et à mesure. Et il y avait tous les profs qui étaient là pour nous, ils ne nous avaient pas lâché, ils nous donnaient quand même des cours malgré le confinement. Ils essayaient de faire le plus possible, de nous apprendre le plus possible de choses, même pendant le confinement. Donc j'ai réussi à suivre pendant ce confinement, ça va, je suis assez fière de moi. Je n'ai pas relâché ou voilà. Donc oui, je suis plutôt contente. Ok, très bien. Et est-ce que ça a été compliqué à s'habituer à ce nouveau rythme en fait? Est-ce que les cours ils étaient plus tard ou les devoirs ils venaient plus tard? Est-ce que ça a pris du temps par exemple pour vous et pour vos enseignants à s'adapter ou est-ce que ça a été assez rapide? Alors, donc, les profs ils ont essayé de donner nos cours et nos exercices à faire le plus tôt possible, mais des fois, ils pouvaient nous les donner à partir de midi, 14h quelquefois. Donc oui, c'est vrai, il y a eu un petit décalage. Il y a aussi des journées où le matin, on ne faisait rien parce qu'on n'avait rien reçu. Et l'après-midi, on était quand même assez chargé. Pour nos professeurs, oui, au début, donc ça a pris un petit peu de temps, on n'avait pas énormément de cours ou des devoirs de la part des professeurs, mais après, ils se sont bien débrouillés. Ils ont numérisé tous les cours assez rapidement et donc on a pu continuer l'école à la maison assez rapidement. Et vous, pour vous, en fait, est-ce que ça a été plutôt facile, plutôt compliqué, vu que vous êtes 3? Et je suppose que vous n'avez pas forcément 3 ordinateurs, 3 tablettes ou 3 téléphones à la maison pour suivre et faire tout en même temps, tous les 3. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de vous adapter à cette nouvelle réalité
que vous étiez forcé, entre guillemets, à adopter? Alors, bah oui, c'est vrai, comme nous les trois, on a comme ordinateur qu'on va se partager. Et heureusement que ma soeur avait une tablette, donc c'était assez facile. Et puis après, bah, on avait, comme ma soeur avait une tablette, on partageait l'ordinateur, moi et mon frère. Même si des fois, quelquefois, il y avait des petites tensions. Parce que comme les professeurs nous donnaient des devoirs presque à la même heure et qu'on devait les donner soit le jour suivant, soit les jours à venir, on devait quand même les faire le jour même. Donc oui, c'était assez difficile. Donc on a essayé de se répartir le mieux possible par des créneaux, partager l'ordinateur. Comme ça, au moins tout le monde va travailler dans la journée. Mais ça a quand même été difficile aussi. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, à un moment donné, pendant le confinement, parce qu'on était quand même pendant 2 mois et on continue encore un petit peu en confinement, est-ce qu'il est arrivé pendant ce confinement d'avoir, par exemple, un cours à la même heure et un des deux ou un des trois ne pas pouvoir être présent parce que, il n'y avait pas assez d'ordinateurs? Alors, donc, on a eu assez de la chance. Nos visioconférences, ils n'étaient pas tous à la même heure. Même si quelquefois ça arrivait, il y avait une qui devait prendre la tablette et l'autre qui devait prendre l'ordi. On arrivait quand même à la fin à se débrouiller pour assister à nos visioconférences. Très bien. Et juste une petite dernière question. Euh, pour vous, est-ce que ça a été compliqué, par exemple, euh, au début, vous n'aviez pas, parce que il faut le dire que vous faites aussi déjà partie du projet qui a été mis en place par l'AEPCR de aide aux devoirs à la distance. Est-ce que pour vous, au début, parce que nous, on n'a pas mis en place ce projet super rapidement, donc on l'a mis en place quelques jours après, mais ça a pris un peu de temps pour réfléchir. Est-ce que avant la mise en place, est-ce que ça allait pour vous ou c'était assez compliqué de ne pas avoir de l'aide à certaines matières, par exemple? Et aussi, après, quand on a mis en place le projet, qu'est-ce que ça a fait pour vous? Alors, au début du confinement, comme je disais, le professeur ne savait pas encore numériser leurs cours. Donc, on n'avait pas beaucoup de choses à faire au début du confinement. Donc, oui, donc on n'avait pas de difficultés parce qu'on n'avait presque pas de cours. Donc, ça allait pour nous. Puis après, bah oui, quand vous avez mis en place des plateformes, au fur et à mesure, on avait quand même assez de devoirs et de leçons à faire, donc ça nous a beaucoup aidé. Et est-ce que vous avez profité beaucoup de ce projet? Est-ce que, par exemple, ça a été facile à le mettre en place? Est-ce que, il y a eu des moments compliqués ou pas? Est-ce que la relation entre vous et les bénévoles a été facile? Ça a été comment pour vous? Alors, bah, ça a vraiment été facile parce que comme se contactait par mail, ça a été plus facile pour mettre des pièces jointes, montrer déjà une partie du travail qu'on avait fait. Puis après, par derrière, ils pouvaient nous écrire pour nous dire on avait bloqué, donc ça nous a vraiment beaucoup aidé. C'était vraiment, oui, c'était facile de communiquer. Comme ça, même à distance, ça a été assez facile de communiquer. Est-ce que, par exemple, si ce projet il continuait dans le temps, est-ce que vous serez intéressé ou pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse?
Alors oui, ce serait totalement intéressant, ce serait bien que ce projet continue comme ça. Dès qu'on a des petites difficultés par moment, les bénévoles pourront nous aider à tout moment. Donc oui, je trouve bien. Si ce projet continue, je pense que ce serait bien. Et finalement, la question un peu dehors, je voulais vous demander, est-ce que si par exemple l'enseignement continuait comme ça, est-ce que vous aurez préféré que ça continue comme ça à la distance ou vous aurez préféré le faire à l'école, au collège, au lycée, etc. Alors, je préfère, j'aime bien avoir du contact avec les gens, donc je préfère ne plus continuer les cours comme ça à distance. Mais aussi, ça a été une bonne expérience de réaliser la chose. Donc, mais je préfère quand même être en contact avec les gens parce que ça facilite encore plus la communication et ça simplifie plus les choses. Et est-ce que vous êtes resté, par exemple, en contact avec vos camarades de classe, vos amis? Comment vous avez fait pour maintenir le contact? Alors, déjà grâce aux réseaux sociaux, ça nous a vraiment beaucoup aidé à être en contact avec mes camarades. Donc, on pouvait s'aider, on pouvait poser nos questions, s'entraider pour voir si quelqu'un bloquait quelque chose ou l'autre l'aide. Franchement, ça nous a vraiment beaucoup aidé. On a créé un groupe sur un réseau social et ça facilite encore plus la communication. Shaima, Amal et Marwan, franchement, un grand merci. Voilà pour votre témoignage. Voilà, merci infiniment. Maintenant, nous sommes avec Djenebou, une étudiante de l'UPEC. Elle va nous faire part de son ressenti concernant la dématérialisation. Djenebou, à toi la parole. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Djenebou Gari, je suis étudiante en licence intervention sociale à Créteil et j'habite à Chartres. Excellent, très bien. Alors ma première question, comment tu as vécu le confinement par rapport à la dématérialisation, etc. Alors par rapport à la dématérialisation, c'était un peu compliqué car quand on avait des cours en vidéoconférence, des fois il y avait des petits bugs, des petits problèmes de connexion, on n'arrivait pas à s'entendre, etc. Sinon, tout se passait bien. Et toi, au niveau de tes cours, comment sont passés tes cours virtuels? Est-ce que tu t'es senti accompagné? Y a-t-il eu des difficultés à certains moments? Oui, je me suis assez sentie accompagnée. Par contre, des fois, j'envoyais des mails à certains profs. Ils ne répondaient pas. Après, peut-être parce qu'ils ne le voyaient pas ou par manque de temps. Je ne sais pas. Très bien, très bien. Et je sais que tu as évoqué que tu étais en période de stage. Oui, c'est ça. Donc, justement, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des choses pour un petit peu poursuivre l'activité dans laquelle tu étais? Tu as eu des supports justement pour t'aiguiller pour ton mémoire? Ça s'est passé comment? Est-ce que tu peux nous exprimer un peu cela? Alors du coup, depuis le confinement, mon stage il a été interrompu. Par contre, j'ai pu avoir de l'aide avec mon tuteur pédagogique, mon tuteur professionnel et mon responsable de formation. D'ailleurs, on faisait des réunions en vidéoconférence à la journée. Ou sinon, tout se passait bien. Je réussissais à travailler chez moi avec l'ordinateur ou mon téléphone. D'accord, d'accord. Et est-ce que justement le confinement Oui. t'a permis peut-être de développer d'autres méthodes de travail? C'est-à-dire que c'était différent que en présentiel. Parce je suis quelqu'un qui est beaucoup avec les cahiers, etc. Mais avec le confinement, on recevait beaucoup nos devoirs par... Vous m'entendez? Oui, je t'écoute. On recevait nos devoirs du coup en ligne, etc. Et ça m'a fait bizarre parce que j'ai pas trop l'habitude de travailler sur l'ordinateur, etc.
Donc voilà. D'accord, d'accord. Et avec tes camarades, est-ce que y a-t-il eu de l'entraide ou est-ce que le lien a été interrompu? Comment ça s'est passé justement par rapport à tout ça, la relation que tu pouvais avoir avec tes camarades de classe? Bah, avec les camarades de classe, il y a eu de l'entraide qu'avec ceux, avec qui j'ai eu de l'affinité durant l'année scolaire. Sinon les autres, je n'ai pas de nouvelles. D'accord. Et est-ce que vous avez des fois, à certains moments, échangé peut-être sur les réseaux ou autres concernant une difficulté scolaire ou c'était vraiment pour maintenir ce lien amical? Concernant les difficultés scolaires, je pense qu'on n'a pas été, enfin, on s'est pas beaucoup entraidés. Pourtant on aurait pu, mais oui, c'était plutôt pour, conserver un lien amical. Sinon concernant les cours, on se parlait pas tant que ça. OK, très bien. Et donc, bah, une question aussi, voilà, qui peut, réévoquer ce que tu as dit. Mais alors, comment tu as fait, pour faire avancer, ton mémoire? Quelles a été, les méthodes, on va dire, en gros, les plus efficaces pour toi? Pour que ton mémoire, voilà, puisse être alimenté? Alors, les différentes méthodes, c'était qu'avec mon tuteur, enfin mon responsable de formation, pardon, on a eu 3 entretiens, enfin via visio. Du coup, le premier entretien, on devait, par exemple, connaître, un peu plus la structure, trouver la question de départ, et le deuxième rendez-vous qui sera là, la semaine prochaine, on va devoir, commencer les entretiens et cetera. D'accord, d'accord. Je sais Et pas si donc j'ai répondu à toi votre question. oui, très bien, ça me suffit en effet. Et ce que je voulais dire aussi, est-ce que toi, au niveau de l'équipement informatique, voilà, tu t'es senti vrai, quoi, t'as été équipé d'un ordinateur, t'as pas eu de difficulté, excuse-moi, particulière, et au niveau aussi de tes camarades, comment ça s'est passé? Est-ce qu'à certains moments, toi ou tes camarades avaient, voilà, un peu relâché, vos efforts par rapport, à tout ça ou ça a roulé vraiment, de bout en bout? Non, en ce qui concerne les équipements, dans ma classe avec mes camarades, on est tous équipés d'un ordinateur pratiquement. On a tous un téléphone, enfin on peut tous naviguer, sur internet. Après en ce qui me concerne moi, il y a ma ville au cas où si on n'a pas d'ordinateur qui peut nous en prêter un, donc tout fonctionnait à merveille. Un grand merci à toi, Jenabou, hein, vraiment, un merci, merci pour ce témoignage. Maintenant, très cher ami, pour clôturer cette émission, nous allons finir avec Monsieur Yaya, qui va nous parler d'une étude qui porte sur les avantages et les inconvénients des cours présentiels et des cours distanciels. Bonne écoute. Bonjour. Pendant le confinement, les communications via Internet ont été saturées. Le télétravail, les réunions à distance, les enseignements, les formations ont pris tous la voie de la dématérialisation. Concernant le visioconférence, celui-ci a été utilisé sous 3 modalités généralement: de la transmission d'informations, de la communication, de la concertation et de l'enseignement de la formation. Si les 2 premières modalités, qui sont la transmission d'informations, la communication et la concertation, ont montré que les réunions systématiques en présentiel ne sont pas toujours nécessaires, le recours aux classes virtuelles en primaire, au collège, au lycée, à l'université et dans les sessions de formation, notamment les sessions de formation professionnalisante, demande à être interrogé. Qu'en est-il de ce type d'apprentissage? Favorise-t-il l'engagement et la réflexivité? Permet-il de véritables liens entre l'élève, l'étudiant, le stagiaire et l'enseignant, le formateur? Serait-il opportun que ces usages se développent dans les années à venir pour concerner les réunions, les débats, les ateliers d'apprentissage de langue étrangère, les échanges interculturels, la formation, la diffusion des cours à distance? L'enseignement via les visioconférences peut-il s'avérer profitable? En quoi peut-il l'être? Peut-il venir en complément ou en concurrence du présentiel? Les élèves, les étudiants, les stagiaires seraient-ils plus impliqués, plus concentrés et plus indépendants dans leurs apprentissages?
Pour y répondre, nous pouvons analyser quelques éléments qui mériteraient d'être étayés, affinés dans les semaines, les mois à venir. Tout d'abord, parlons de l'équipement informatique. Il a été constaté pendant le confinement que certains élèves, certains étudiants, certains stagiaires ont eu le plus grand mal à suivre les séances à distance, car non équipés ou mal équipés en outils informatiques, en débit. Cette fracture numérique a montré les limites des séances virtuelles dès lors que l'égalité d'accès à la formation et au savoir n'est pas assurée pour tous, que l'on soit d'ailleurs dans des espaces urbains ou dans le milieu rural. Par ailleurs, les conditions de logement ont aussi eu une influence sur le déroulement de ces classes virtuelles. En effet, les personnes qui vivent dans des conditions de logement peu satisfaisantes étaient les moins bien loties pour suivre les séances proposées en visioconférence. Certains élèves, étudiants ou stagiaires avaient d'ailleurs décroché très tôt ou tardivement, tant ils ne pouvaient bénéficier favorablement de ces séances. Par ailleurs, il a été constaté, notamment auprès des adultes, cette difficulté à séparer l'espace privé et l'espace public, puisque tout se passe dans le même espace, unité d'espace qui peut poser problème, ou en tout cas qui peut rendre complexe la séparation de ces deux espaces. Par ailleurs, pour les enfants, c'est la socialisation qui se met en œuvre grâce au lien social, l'intériorisation des règles, aux interactions, qui est devenue inopérante. Alors bien sûr que le distanciel évite le déplacement pour certaines personnes, des déplacements parfois fastidieux, qui sont chronophages et énergivores. Néanmoins, la contrainte horaire oblige les étudiants, les stagiaires, les élèves à se lever à l'heure, donc à dormir à l'heure, et à arriver à l'heure, et tout retard est remarqué par l'enseignant, le formateur, et bien sûr le groupe. En virtuel, l'étudiant peut passer, ou le stagiaire, l'élève peut passer inaperçu et se connecter à tout moment. En présentiel, la mise en route effective du cours prend du retard au même titre qu'en distanciel. En effet, dans le premier cas, c'est tout le temps nécessaire à l'installation, à la distribution parfois des sujets, des articles, ou au rappel des consignes quand il s'agit des élèves de maternelle ou de primaire. Pour ce qui est des classes virtuelles, ce sont des problèmes d'application, de connexion, de son, etc. En présentiel, le flux de parole est discontinu du fait des bavardages et des bruits parasites. Tout bruit de chaise, prise de notes, etc. En distanciel, le flux de la parole est plutôt continu. Le clavardage permet des échanges simultanés, des étudiants s'expriment pendant que le formateur ou l'enseignant anime son cours, sans que cela soit considéré comme du bavardage. Concernant la participation des étudiants, des stagiaires, des élèves, en présentiel, celle-ci n'est pas homogène. Les plus timides, ceux qui ont moins confiance en eux, ne prennent pas la parole facilement. En distanciel, le clavardage peut faciliter la participation des étudiants. Ces interventions peuvent s'opérer en même temps que celles de l'enseignant, les deux canaux se superposant sans se faire concurrence. L'envoi de messages peut être simultané et plusieurs étudiants peuvent intervenir pour s'exprimer sur le même contenu, ce qui n'est pas possible en présence, où la parole doit nécessairement s'alterner. Néanmoins, en situation professionnelle, l'importance de l'écoute et de la prise de parole en public est primordiale. Le présentiel permet donc l'acquisition de ces compétences. En présentiel, les interventions sont davantage centrées sur le contenu, alors qu'en formation, le guidage méthodologique est
est davantage prise en compte. Lorsque l'enseignant répond à une question en présentiel, le groupe est concerné en tant qu'interlocuteur dans la réponse. En formation à distance, l'enseignant, le formateur, sollicite autant qu'il répond à des questions sans avoir véritablement les moyens de vérifier si tout le monde est à l'écoute. En présentiel, l'enseignant, le formateur ne connaissent parfois pas le nom de tous les étudiants, de tous les apprenants. En formation à distance, les noms sont affichés sur l'écran. Les tonalités humoristiques vont plutôt être possibles en présentiel, où l'enseignant, le formateur, a sous les yeux toute la salle, toute la classe, et donc peut détendre l'atmosphère, apporter des petites pointes d'humour pour voilà, permettre une séance plus satisfaisante. En présentiel, l'enseignant, le formateur peut moduler son attention, son empathie en fonction de la manière dont le groupe vit la séance. Alors qu'à distance, l'empathie de l'enseignant est permanente. Il se soucie du groupe qu'il ne peut pas voir et de l'ambiance qu'il ne peut ressentir ni évaluer. Comme la dimension relationnelle, la dimension régulatrice est plus représentée à distance. L'environnement technique dans lequel se déroule une classe virtuelle plaide pour une attention beaucoup plus forte, notamment quand il s'agit d'activer, de désactiver le micro, les effets Larsen, etc., qui provoquent des interventions de régulation. En présentiel, l'enseignant, le formateur, va plutôt s'intéresser au silence, au niveau de silence de la classe, et notamment à l'organisation aussi du groupe dans ses tâches. L'animation de groupe, en absence d'indices visuels, est difficile à mener en distanciel. Par ailleurs, la charge de travail qui nécessite pour beaucoup d'enseignants une préparation plus importante que pour un cours en présentiel. En présentiel, l'enseignant, le formateur est partie intégrante du groupe et interagit avec chacun de ses membres, ce qui n'est pas du tout le cas en distanciel où l'enseignant reste plutôt centré sur les contenus. Les étudiants les moins autonomes, les stagiaires qui ont besoin d'un cadre, les élèves qui ont besoin d'un enseignement explicite, d'un étayage plus soutenu, sont davantage sont mis dans de meilleures conditions lorsqu'ils sont en présentiel. L'enseignant, le formateur, peut adapter sa pédagogie. Il peut étaler une grande palette de pédagogie en fonction des séances, en fonction des phases d'une séance, en fonction de la manière dont le groupe vit la séance et en fonction aussi des individualités. Ce qui n'est pas du tout envisageable dans le cadre d'une classe virtuelle. Voilà un peu tous les questionnements qu'on peut avoir ou tous les constats qu'on peut tirer d'une première expérience menée depuis 2-3 mois par les enseignants, les formateurs autour de cet accompagnement dématérialisé. Ce sont des questions que nous aurons à travailler, notamment concernant une association comme la nôtre, association d'éducation populaire dont l'enjeu est une présence sur un territoire. L'enjeu est de favoriser le lien social, la cohésion sociale, le vivre ensemble, le faire ensemble. Et il est clair que la présence auprès des publics, le fait de susciter l'engagement
la participation des habitants, accompagner les enfants dans le cadre de leur scolarité, favoriser la coéducation, ne peuvent en aucun cas se faire de manière distancielle. Il n'en demeure pas moins qu'il est important de réfléchir à la place que l'on peut aménager pour que la dimension virtuelle puisse être un levier qui vient enrichir le projet de la social de la structure et permettre aux habitants, aux enfants, aux adolescents, aux adultes, permettre à tous ces publics de pouvoir s'approprier ces outils-là, qui sont des outils nécessaires, comme tant d'autres, pour que chacun puisse se sentir citoyen à part entière et prendre toute sa place dans notre territoire et dans notre société. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Merci à toi Yaya pour cette intervention qui vient conclure à peu près tout ce qui vient de se dire. Un grand merci à tous les intervenants. Merci de votre écoute et à bientôt sur Radio Charonne.